Maintenant que nous savons comment fonctionne l'atome, et plus précisément l'électron, nous comprenons comment peuvent se former les liaisons. Elles passeront toujours par des faisceaux magnétiques, ceux des électrons. Reprenons la molécule d'eau sous le format MAES. L'atome d'hydrogène comporte un seul proton. Il est électriquement neutre, alors actuellement nous disons qu'il comporte un seul électron. Or, vu que nous savons dorénavant que l'électricité n'est pas liée à l'électron, que le proton possède un faisceau magnétique doté des pôles nord et sud, qu'il peut capter 2 électrons, alors il ne se gêne pas pour le faire. Et dans cette molécule, le proton d'hydrogène est entre ces 2 bulles électroniques. Il a donc mis en commun avec l'atome d'oxygène un électron. Il a libéré un électron pour en capturer un appartenant à l'atome d'oxygène. Cette liaison par mise en commun d'un ou plusieurs électrons ne pose plus ce problème d'équilibre électrique. C'est même la principale liaison au sein des molécules. C'est une électronisation, une liaison moléculaire. Cette liaison n'est pas encore celle qui caractérise formellement les états de la matière. En effet, elle est présente dans la molécule d'eau qui peut être dans les états liquides, solides et gazeux. Ces états se différencient par l'intensité de la liaison avec les faisceaux magnétiques et de l'organisation qui peut se mettre en place. Tout à l'heure, en parlant de la liaison des molécules d'eau pour former un hexagone, cela impliquait que la portée des faisceaux magnétiques s'intensifiait par la diminution de la taille de la bulle électronique, par une baisse de la température. Ces faisceaux magnétiques plus intenses arrivent ainsi à imposer une structure géométrique stable qui caractérise un état solide. Pour donner un exemple de structure géométrique organisée, je prends ce nouvel atome. Les liaisons magnétiques se font dans le prolongement des 2 bulles électroniques opposées. La liaison de plusieurs atomes se présente ainsi. Une seconde couche viendra se superposer de cette manière. Cette structure organisée est de forme cubique. Elle laisse un grand vide, donc une certaine instabilité. Mais ce vide peut être comblé par une couche intermédiaire, comme ceci. Cette fois-ci, nous obtenons une structure beaucoup plus stable, donc un solide. L'état liquide était l'état préalable avec des interactions entre les faisceaux magnétiques des atomes sans pouvoir trouver une organisation stable. Les conflits entre les faisceaux magnétiques de même polarité obligent les atomes à se déplacer. L'état gazeux est obtenu lorsque la portée du faisceau magnétique ne dépasse plus le sommet de la bulle électronique. Les atomes ou molécules sont en contact au niveau des bulles électroniques, mais ils n'ont plus d'interaction magnétique entre eux. Ces bulles, généralement beaucoup plus grandes, signifient également que la force répulsive du faisceau thermique est plus faible. Elles sont donc aisément déformables, ce qui explique la compressibilité des gaz. Notons que la taille des bulles électroniques d'atomes contigus ne peut pas être grandement différente. Il y a toujours une certaine homogénéité. C'est ainsi qu'un gaz en contact avec une matière solide dense propose une zone d'interface dans laquelle ces bulles électroniques diminuent en diamètre. Ce comportement explique pourquoi un gaz peut être piégé au sein d'un liquide, l'oxygène dans l'eau par exemple. Ce comportement est nommé l'équibulage, l'équilibre des bulles électroniques contiguës. La chimie se voit dotée de nouvelles explications qui éviteront les phrases du style « c'est une réaction chimique » ou, avec une précision accrue, « c'est une réaction physico-chimique ». Je regrette, mais ces expressions ne veulent absolument rien dire, parce qu'elles n'expliquent rien. Je vous remercie de votre attention. Je te remercie, Sébastien, pour cette excellente présentation. Je reprends le flambeau. Je précise que le concept de bulle électronique parfaitement sphérique est une représentation simplifiée d'une force répulsive identique dans toutes les directions. Cette simplification montrera ses limites lorsque nous chercherons à comprendre, par exemple, la propagation du magnétisme au sein d'un gaz, mais dans tout ce qui suit, cette représentation a l'avantage d'être simple, donc nous la conservons comme ceci.
En introduction, j'ai dit que nos instruments sont incapables de voir l'atome et qu'ils le resteront. Nous comprenons maintenant le sens de cette phrase. En effet, nos instruments optiques perçoivent les rayons lumineux. Ils ne voient pas la particule qui les émet. Cette particule est invisible. Elle ne réfléchit pas la lumière, elle la transmet. Par contre, certains instruments palpent la surface et réagissent aux forces répulsives des bulles électroniques. Ces instruments sont en mesure de donner une représentation de l'organisation atomique, mais ils ne peuvent pas voir tous les éléments de l'atome. Donc l'atome ne peut être qu'une suite d'hypothèses et de concepts qui démontrent leur validité grâce aux observations. Je résume les différents états de la matière. Dans l'état gazeux, les faisceaux magnétiques des molécules n'interagissent pas. Ces molécules sont cependant jointives au niveau de leurs bulles électroniques. Les molécules peuvent rouler les unes sur les autres. Un gaz est donc peu visqueux. Ceci réfute la croyance en des molécules distantes dans les gaz qui s'entrechoqueraient et que nous nommons le mouvement brownien. Nom donné suite à l'observation de Robert Brown sur des grains de pollen animés de mouvements désordonnés dans un liquide. Or, nous comprenons maintenant qu'en éclairant une zone pour l'observer, les rayons lumineux peuvent influencer la force répulsive des faisceaux thermiques. C'est donc l'observation qui crée ce désordre. Dans un local à l'abri de tout changement rapide de ses conditions ambiantes, la poussière, aussi fine soit-elle, se posera et c'est notre intrusion qui la remettra en suspension dans l'air. Cette petite parenthèse pour mettre définitivement sur la touche cette théorie peu réfléchie du mouvement brownien. Dans l'état liquide, il y a interaction entre les faisceaux magnétiques des molécules. Cependant, aucune organisation structurée ne peut se mettre en place parce que ces forces ne sont pas suffisantes. Les molécules roulent les unes sur les autres, rompant ces liaisons magnétiques pour en trouver d'autres. Cette interaction engendre une plus forte viscosité que dans l'état précédent. Il propose une force de frottement fluide plus intense que dans l'état gazeux. À l'état solide, les interactions magnétiques sont encore plus intenses et surtout une organisation structurée est présente. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Organisation possible parce que les dimensions géométriques le permettent. Cet état solide est celui qui caractérise les matériaux qui fondent par apport thermique, par apport de chaleur. En effet, en apportant un rayonnement lumineux, de préférence la teinte la plus proche du faisceau thermique, la teinte rouge, que nous désignons actuellement de rayonnement infrarouge, nous augmentons l'intensité du faisceau thermique, donc la taille des bulles électroniques. Les liaisons de l'atome sont plus faibles, le solide perd sa rigidité jusqu'à devenir liquide. Nous comprenons avec ce type de liaison qu'il est difficile de faire une différence entre un fluide infiniment visqueux et un solide. C'est pour cette raison qu'il faut faire intervenir un état supplémentaire ou complémentaire, état qui apparaît lorsqu'il y a mise en commun d'électrons. Cet état solide donne une caractéristique de résistance plus élevée. Je le nomme l'état semi-cristallin ou cristallin lorsqu'une majorité des liaisons se fait de cette manière, par mise en commun d'électrons, par électronisation. Dans le cas présent, nous aurions la configuration suivante. Nous retrouvons l'atome de départ avec un autre à côté et cet électron qui est mis en commun. Les deux autres atomes ont eux aussi partagé ces électrons.
Ces 4 atomes forment une structure cristalline. Une couche supplémentaire peut se placer comme ceci. Dans un tel cas, nous avons des liaisons électroniques dans ces directions qui forment un plan, donc des plans parallèles, et des liaisons magnétiques dans la 3e direction. Une autre forme de liaison possible serait comme ceci. Sur cet assemblage n'apparaissent que les bulles électroniques qui sont mises en commun comme ça. Dans cette configuration, les liaisons électroniques sont dans les 3 directions du volume. Ces quelques exemples avec un atome simple peuvent se refaire avec des atomes plus gros, voire avec des atomes de tailles différentes. Et nous retrouvons de cette manière certaines observations faites en métallurgie sur des alliages, des matériaux qui présentent des caractéristiques différentes en fonction du pourcentage de ces alliages. Et tout ceci grâce au MAES, au modèle de l'atome à électrons statiques. La plupart des roches, des minéraux ou des cristaux sont une suite d'atomes avec de telles liaisons. Parmi les atomes qui forment ces minéraux, il n'y a pas uniquement ceux qui sont attribués communément aux solides, mais très souvent, et c'est le cas entre autres avec les silicates, on trouve des atomes d'oxygène, voire des molécules d'eau qui servent de liant par mise en commun d'électrons. La cristallographie se voit expliquée différemment. Par exemple, le graphite est un assemblage d'atomes de carbone liés par les faisceaux magnétiques, tandis que le diamant propose une majorité de liaisons électroniques. Et dans les 2 cas, on a uniquement des atomes de carbone. L'électronisation nécessite des conditions particulières que la chimie essaye de reproduire. Elle peut également se faire par le choc, et c'est ce que fait le forgeron en frappant une pièce. Il force cette mise en commun, donc il libère des électrons qui se déchargent en émettant de la lumière, et que nous nommons une étincelle. Une pièce forgée est plus résistante, tout comme le diamant l'est face au graphite. Le diamant est même le solide le plus résistant, le plus dur, parce que l'atome de carbone permet une organisation offrant une majorité de liaisons par mise en commun d'électrons. Et encore une fois, seul le MAES, le modèle de l'atome à électrons statiques, permet de l'observer en toute simplicité. Hormis la frappe, les conditions de pression et de température peuvent favoriser l'électronisation. C'est ainsi que des éléments organiques ou végétaux peuvent se transformer en pierre. C'est la fossilisation ou la pétrification. C'est pour cette raison que ces fossiles nous montrent tous les détails, des détails pratiquement microscopiques. Ce ne sont pas de vulgaires moulages à l'intérieur d'une cavité creuse, c'est une transformation par électronisation. Mais il y a tellement de choses à dire dans ce domaine que je préfère en rester là pour l'instant. Donc nous venons de voir l'état gazeux, l'état liquide, l'état solide et cristallin. Ah, j'allais oublier de parler du vide. En effet, qu'est-ce que le vide ? Aristote avait bien dit que la nature a horreur du vide. Mais malgré cela, le vide est défini comme représentant un volume dénué de tout corpuscule. Or, quel que soit notre dispositif pour tirer au vide, nous n'arrivons jamais au vide absolu. Il y a toujours une infime pression non nulle. Pour comprendre le vide, portons notre réflexion sur le vide spatial. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, la lumière est véhiculée par les électrons qui se transmettent de proche en proche, d'électron à électron, des rayons lumineux. Dans l'obscurité de la nuit, nous distinguons des étoiles lointaines. Il faudrait donc des électrons libres entre nous et ces étoiles.
Ces électrons devraient être assez proches les uns des autres, au moins en contact au niveau de leurs bulles électroniques. Cet ensemble d'électrons ne constituerait pas de la matière, car il n'y a pas de protons. Par contre, ce milieu, avec une viscosité quasiment nulle, ce fluide subtil, est ce que depuis la plus haute antiquité, les savants nomment l'éther. C'est Einstein qui mit un terme à l'éther en disant que la science n'a nul besoin d'un tel concept. Il tenta par la suite de le réintégrer, mais trop tard. Les relations mathématiques qui prédisent comment nous devons voir le monde de l'infiniment petit n'en avaient plus besoin. Les probabilités ne cherchent pas à comprendre le monde dans lequel nous vivons, mais celui dans lequel elles imaginent que nous serons assez stupides pour y adhérer. Bref, le vide n'existe pas car notre univers est empli de ces électrons libres qui constituent l'éther. Cet éther est sous une micropression. Il transmet la lumière sans nous renvoyer une copie multiple des étoiles. Il est donc dans un lieu sans limite, donc infini. L'infini est invariable car il est infini. La mesure du rayonnement fossile n'est qu'une mesure de la température que ces électrons possèdent, très faible, mais non nulle. C'est donc la mesure de la valeur du faisceau thermique des électrons libres de l'éther. Ce n'est pas l'écho d'un badaboum primordial, comme le voudrait cette idiote théorie du Big Bang. Non, notre univers est infini, il ne varie pas et surtout, il n'a pas d'origine. Il est là depuis toujours et pour toujours, et ce n'est pas au petit humain de décréter qu'il sort d'une lampe à huile, ou pire, de l'œuvre d'une de ses divinités. Les sciences de la nature ne doivent pas faire intervenir l'esprit humain pour tenter d'interpréter les lois qui la régissent. De plus, ces observations d'un décalage vers le rouge ne signifient pas que les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est une mauvaise application de l'effet Doppler qui ne s'applique même pas à la lumière. Ce décalage n'est que le signe d'un très grand éloignement. Un point, c'est tout. On me rétorque souvent, signe qu'une forme d'enseignement fonctionne bien, que l'expérience de Michelson et Morley démontre la non-validité de l'éther. Or, et c'est là que cet enseignement feint d'oublier certains détails, cette expérience était la démonstration de l'existence de l'éther de Stokes, un éther immobile autour d'un astre. Et justement, l'éther forme ce que nous découvrirons par la suite, le champ de pesanteur, lequel est immobile autour d'un astre car il se déplace avec lui. Champ de pesanteur qui explique l'origine de cette force que nous nommons le poids. Avant de passer à ce deuxième sujet très important qui valide encore une fois le modèle de l'atome à électrons statiques, je termine vite fait les états de la matière, car certains penseront que j'ai oublié de citer le quatrième état de la matière, l'état plasma. Le plasma serait un état dans lequel les noyaux atomiques et les électrons n'auraient plus aucune interaction entre eux. Les physiciens le rencontrent souvent, car ils interprètent les résultats de leurs observations sur la base de ce modèle, voire sur le modèle quantique, où les électrons ne sont plus des particules, ni même des ondes, mais des nuages de probabilité de présence. Mais, quelles que soient les conditions ambiantes, les protons capteront toujours les électrons qu'ils peuvent. Un noyau atomique ne pourra jamais se promener tout seul. Il formera toujours au minimum un atome, parce que les électrons libres sont partout, et surtout, ils sont dans le vide, je veux dire l'éther, bien entendu. Exemple d'interprétation actuelle. La physique des particules présume mettre en mouvement dans leurs grands accélérateurs des noyaux de simples particules ou du plasma.
Ils observent les sous-éléments de la matière que sont les quarks, les bosons, les mésons, les kaons, les espions, et j'en passe. La liste est vraiment trop longue. Ils prétendent les observer, non pas directement, mais en interprétant les traces laissées sur des clichés. Ils trouvent ainsi des courbes de toutes sortes qu'ils attribuent à un tel sous-élément ou tel autre. Du point d'impact, certaines choses s'éloignent, modifient leur trajectoire pour revenir en direction de ce point, puis repartent. Cet élément décrit une cycloïde. Or, dans ces collisionneurs règne cette micro-pression d'éther, d'électrons libres. Ce ne sont pas de simples noyaux qui sont en mouvement, mais des atomes. Comme brièvement évoqué tout à l'heure, un ion n'est pas un atome avec plus ou moins d'électrons par rapport à son état normal. Ce sont ces faisceaux magnétiques qui sont en déséquilibre. Donc, lors de la collision de ces atomes, certains électrons sont éjectés avec violence. Ils se déchargent, leur faisceau thermique se décharge en émettant des rayons lumineux. Et du fait de leur tournoiement le long d'une trajectoire rectiligne, les rayons lumineux impriment une courbe cycloïde, celle qui est enregistrée. Donc, la physique des particules s'est tout simplement trompée sur l'interprétation à donner à leurs observations. Et ceci est grave parce que les chercheurs ne savent plus ce qu'ils cherchent. Le boson de Higgs, qu'ils nomment la particule de Dieu, n'est qu'un leurre que seules leurs mathématiques ont besoin pour valider leur modèle standard. Le plasma n'existe pas, ni dans les installations scientifiques, ni même dans nos téléviseurs, lequel serait, selon les grands spécialistes des plasmas, une autre forme de plasma, car les conditions de température ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas la désignation des choses qui fait qu'elles seront effectivement ce qu'elles prétendent, mais ce sont les explications qui démontreront que la désignation est erronée. Et dans le cas des téléviseurs, cette désignation est totalement fausse. Ma lessive a beau arborer le terme de quantum, cependant elle n'a rien de quantique. C'est également le cas avec un accéléromètre. L'accéléromètre ne mesure pas une accélération. Oui, l'accélération est la grandeur qui caractérise la variation de la vitesse en fonction du temps. Or, l'accéléromètre réagit à une force d'inertie, et c'est celle-ci qui est interprétée selon la seconde loi de Newton. Seconde loi qui a émis l'hypothèse qu'une force d'inertie est proportionnelle à l'accélération. Et comme je le démontre, il y a plus de 300 pages qui traitent de ce sujet, avec une multitude d'exemples. La réaction inertielle n'est pas proportionnelle à une accélération. L'accélération est une grandeur temporelle, alors que dans le mouvement, les réactions ne se font pas en fonction du chronomètre, mais en fonction du déplacement, donc en relation avec une grandeur spatiale. Nous avons certainement tous poussé une voiture ou un lourd chariot sur un plan horizontal. Nous avons tous constaté que la force exercée pour mettre cet objet en mouvement est beaucoup plus grande que celle qu'il faudra par la suite pour activer le mouvement. Ceci n'est pas lié uniquement à des frottements, mais avant tout parce que la réaction inertielle est fonction de la progression de la vitesse sur ce déplacement, donc une grandeur qui n'est pas l'accélération. Nous ne sommes plus capables de voir nos erreurs parce que les relations mathématiques valident la théorie. Et dans cet exemple, la relation F égale ma, où F est la force d'inertie, m la masse et a l'accélération, cette relation est vérifiée parce que l'instrument qui sert à déterminer cette accélération ne mesure que le rapport de force en fonction du poids embarqué et non pas la valeur de l'accélération. Nous comprenons ainsi l'importance de la désignation dans ce que nous mettons en œuvre au niveau des sciences. Enfin bref, pour clore ce point,
Le plasma n'est même pas ce qui fait briller les étoiles. Et je vais le démontrer dans la foulée, après avoir précisé encore quelques points intéressants, et plus particulièrement ce qu'est la pesanteur. Pour expliquer ce principe, une fois de plus, il faut commencer du départ, d'observations simples afin d'extrapoler vers des phénomènes visibles, perceptibles, mais encore incompris. Ce point de départ est en relation avec l'atome. En effet, le plus gros atome que nous trouvons au niveau du sol terrestre est l'atome d'uranium. Pourquoi ? Parce que pour qu'un noyau atomique soit stable, il faut que l'architecture des électrons soit en mesure de résister. Nous avons là un atome avec 12 bulles électroniques. Imaginez un atome avec 92 bulles électroniques. C'est une architecture beaucoup plus grande qui résistera donc tant mieux si l'extérieur participe aux efforts de compression. En effet, en grandissant, les éléments constituant un dôme sphérique perçoivent des forces qui deviennent de plus en plus perpendiculaires à celles qui les attirent vers le centre. Ces forces s'intensifient rapidement. L'équilibre obtenu par des électrons tournoyants se fragilise. Les liaisons avec les faisceaux magnétiques peuvent être rompues, ce qui se répercute sur le noyau. Le noyau se désagrège, c'est-à-dire qu'il se transforme en plus petits agrégats. Cette très brève description d'un phénomène lié aux conditions ambiantes est ce que nous nommons la fission nucléaire. Mais je préfère la désignation de désagrégation nucléaire qui est plus représentative du phénomène. De plus petits atomes signifient des bulles électroniques qui requièrent des faisceaux thermiques moins intenses. Du coup, cette désagrégation a engendré un surplus d'énergie thermique. Je parle, j'évoque des principes qui méritent quelques nouvelles interprétations, et je n'ai pas encore précisé qu'avec le MAES, le neutron du noyau n'a plus lieu d'être. Oui, le noyau se contente d'une seule particule, celle qui est dotée d'une force d'attirance, une force magnétique, celle qui possède le faisceau magnétique, donc le proton. Le noyau de cet atome serait de cette forme, quelque chose ressemblant à l'architecture extérieure. Mais je ne veux pas faire trop de développement autour du noyau parce qu'il passe vraiment au second plan. L'électron est la pièce maîtresse qui permet de comprendre la matière. Pour ne pas me défausser minablement, je précise toutefois que le nombre de protons en série, comme cette suite d'aimants par exemple, modifie l'intensité du faisceau magnétique. Donc, les réactions que doivent exercer les électrons entre eux et leur environnement. Ainsi, l'atome d'hydrogène comporte un seul proton, un seul aimant, tandis que son premier isotope, le deutérium, en possède 2, et le tritium 3. Cette nouvelle vision de ces 3 atomes est en parfaite concordance avec nos observations. La frontière entre la physique et la chimie ne montre plus cette ségrégation entre ce qui se passe dans le noyau de l'atome et ce qui se déroulerait au niveau des électrons. Cette frontière disparaît et le domaine de la chimie devient immense. Et je n'ai pas encore réussi à l'explorer entièrement en détail.